Cette vidéo contient des images stroboscopiques. Qu'on les appelle hallucinogènes, psychotropes, drogues ou stupéfiants, ces substances chimiques qui agissent sur le cerveau ont fasciné plusieurs générations de cinéastes et de spectateurs. Dès la découverte du LSD, c'est toute une culture psychédélique qui rencontre l'art dans les années 60. Depuis cette époque et jusqu'à maintenant, lorsque des cinéastes s'intéressent à d'autres perceptions de la réalité, ils se tournent parfois vers des scénarios où des stupéfiants sont une excuse pour des choix techniques originaux. Alors qu'est-ce que ça fait comme effet un film psychédélique ? On confond parfois pas mal de courants artistiques en mettant un peu vite dans le même sac tout ce qui apparaît comme étrange ou perché. Bien qu'il y ait des liens, le psychédélisme ne recoupe pas tout à fait le surréalisme d'un André Breton ou des peintres inspirés par des associations narratives, du rêve et des symboles de l'inconscient collectif. Quand on compare des peintures psychédéliques avec des peintures surréalistes, on voit très vite que les premières mettent plus en avant la déconstruction des formes et des couleurs. Cela dépend bien sûr des substances qui ont inspiré les artistes. Mais j'ai quand même l'impression que l'art psychédélique va tendre vers l'abstraction. L'étymologie du mot lui-même est intéressante, puisqu'il est composé du mot psyché en grec, qui veut dire âme, et de deileun, qu'on peut traduire par rendre visible ou révéler. Alors entre ces deux définitions, on peut se demander comment le cinéma va pouvoir rendre visibles des formes, a priori abstraites et invisibles pour l'œil humain. À travers 7 films, je vais explorer l'influence du psychédélisme sur des histoires où les stupéfiants jouent un rôle. Vous pourrez voir des extraits de Easy Rider, Las Vegas Parano, Climax, Transporting, The Beach Bum, A Field in England et 99 francs. Si vous avez peur d'être spoilé sur l'un de ces films, vous pouvez passer au film suivant. Au travers de ces 7 films, je m'intéresse tout particulièrement à quel effet cela a sur le spectateur et quelle signification on peut tirer de ces expériences visuelles. Cette vidéo est la première d'une série en 3 parties sur les films influencés par le psychédélisme. Chaque vidéo peut se voir indépendamment car il y a à chaque fois une unité dans la sélection des films discutés. Mais pour les plus motivés, les regarder l'une après l'autre sera encore plus intéressant. J'utiliserai parfois un vocabulaire assez technique, mais comme certains d'entre vous en connaissent déjà les définitions, je me contenterai la plupart du temps de les écrire en quelques mots. Pour ceux qui veulent les lire, vous pouvez faire pause, puis reprendre votre lecture. Parmi les premiers films inspirés par le mouvement psychédélique, il y a Easy Rider, de Dennis Hopper. En 1969, c'est l'apogée de la révolution hippie aux États-Unis, un mouvement social et culturel qui mêle des valeurs de tolérance, l'apologie de la fête et les stupéfiants. Certains y voient une révolution individualiste et libertaire. La liberté à tout prix est d'ailleurs un thème présent durant tout le film, puisqu'on suit 2 motards cheveux au vent sur leur Harley Davidson. Lorsqu'ils prennent des acides dans un cimetière, le film bascule alors dans une œuvre expérimentale. La séquence peut s'analyser en plusieurs effets cumulés. Le flair vient introduire une perturbation évidente, car l'œil humain ne peut pas regarder le soleil de cette façon. Le zoom, qui vient renforcer cette impression d'un regard non humain, en faisant se rapprocher le sujet, mais aussi en influençant sur le flair lui-même. Le réalisateur joue ici avec la composition interne des objectifs zoom, qui contiennent plusieurs lentilles amovibles. La lumière du soleil va alors être plus ou moins déviée à mesure que le caméraman va zoomer ou dézoomer, laissant en surimpression de l'image un motif lumineux, abstrait et hypnotique. L'utilisation du jump cut participe à nous désorienter. Tandis que la très courte focale, qui vignette les bords de l'image, nous fait voir le cimetière comme si on était sorti de son corps. Les perspectives sont déformées et le vignettage crée un surcadre noir. La réalité présentée à l'écran semble avoir été mise à distance. Tous ces choix techniques, parfois entrecoupés d'images saccadées et surexposées, nous transmettent une autre perception du temps, des formes et des mouvements. On sent qu'au tournage, comme au montage, le réalisateur essaye, expérimente, peut-être en ne sachant pas trop à l'avance ce que ça va donner. C'est un message de liberté qui recoupe bien le thème du film. Car ce qui frappe en détaillant toutes ces images, c'est que leur ordre n'a pas d'importance. Le montage implose et se fait stroboscopique, en intégrant des éclats de couleurs vives. La démarche ne semble pas très réfléchie. On est en plein mouvement hippie et la séquence est un moment de tâtonnement esthétique. Surtout, on peine à retirer quelque chose d'autre qu'une sorte de récréation. Avec le temps, d'autres cinéastes ont essayé d'incorporer des éléments psychédéliques dans leur mise en scène, en lien avec le propos du film, afin que ce soit des choix de réalisation qui transmettent un message, et pas seulement le scénario ou les dialogues du film. En réalisant Las Vegas Parano, Terry Gilliam avait peut-être en tête de se moquer gentiment de l'époque qui se termine avec Easy Rider.
Plutôt que de prendre au premier degré l'influence psychédélique lors des séquences subjectives comme dans Easy Rider, Gilliam distille des distorsions de la réalité tout au long de son film. Gilliam utilise une courte focale pour se rapprocher de ses personnages. L'effet est physiologique, on sent la présence de la caméra comme si elle nous regardait à quelques centimètres. Parfois, le comédien semble interagir avec cette présence, comme s'il se sentait oppressé par elle. Ce sentiment d'oppression est renforcé par des plongées et des contre-plongées qui mettent le personnage principal en position de faiblesse par rapport à de simples figurants. Le procédé permet de transformer en géante terrifiante une simple hôtesse au guichet d'un casino. What's the score here? What's next? Your suite isn't ready yet. Le cinéaste fait aussi pencher sa caméra pour des plans qu'on appelle Dutch angle, où la ligne d'horizon est en diagonale. L'intelligence de la mise en scène réside ici dans l'effet physique que ce changement de cadre semble avoir sur le personnage. Regardez dans la séquence qui suit comment le personnage semble pousser vers la gauche ou la droite, selon comment penche la caméra. Gilliam utilise aussi une grue d'une façon originale en dessinant de grands mouvements imprévisibles. La caméra monte ou descend, pivote, revient, sans suivre particulièrement un objet ou un sujet. Cette confusion, c'est celle du personnage qui a du mal à rassembler ses idées. Il se sent éparpillé dans toutes les directions. Presque à la toute fin du film, on retrouve la grue, d'abord hésitante, puis de plus en plus maîtrisée dans une longue ascension, qui permet de mettre à distance l'héritage des 60s, tandis que le narrateur décrit un changement d'époque. En résumé, la fête est finie. Avec Gilliam, la mise en scène cesse de regarder des gens tripés. Elle incarne l'entité avec laquelle ils tripent, comme si la caméra représentait une force invisible. Le fait que le film se déroule à Las Vegas permet de montrer des effets d'autres drogues qui sont moins démonstratives, mais peut-être plus toxiques. L'addiction au jeu, à l'adrénaline, à l'achat de choses inutiles, à la poursuite obsessionnelle de l'argent. Comme si le narrateur voyait de façon plus lucide que nous un monde devenu un gigantesque casino. Climax de Gaspar Noé commence presque là où on avait laissé Las Vegas. Le premier plan est zénithal, il nous montre les événements d'une position physiquement impossible. On est détaché de l'action, simple observateur. La caméra de Climax va aussi bouger grâce à une grue, notamment dans un long plan séquence fait de travelling avant et arrière et de tilt haut et bas, pour suivre la chorégraphie de danseurs, dévoilant parfois le travail d'ensemble et parfois une performance en solo. Contrairement à Las Vegas, la caméra sur grue suit un mouvement précis, où l'on sent que les opérateurs derrière la machinerie ont répété autant que les danseurs pour offrir un ballet commun. Le mouvement de la grue enchaîne avec une rotation à 360 degrés qui montre l'intention du réalisateur de retourner le cerveau. Le plan zénithal reviendra pour annoncer la transition entre une soirée sympa et le début de l'enfer. On ne saura rien pendant tout le film, rien d'autre que peut-être que quelqu'un a mis un truc dans la sangria. Cette sangria, elle est filmée aussi d'en haut, suivi du bol au verre dans un long plan. A partir de là, la caméra sur Steadicam, qui jusqu'ici suivait gentiment les personnages entre les morceaux de musique, se mettra régulièrement à pencher, allant du Dutch angle jusqu'au retournement complet d'un œil sous sa paupière. Contrairement à Las Vegas, la caméra ne suit pas les variations de gravité que le personnage filmé a l'impression de subir. C'est plutôt une lente progression mécanique, comme plusieurs montées de drogue, qui aggravent à chaque fois le degré d'inclinaison de la caméra. Le procédé laisse l'impression étrange d'une issue déterminée, comme une aiguille qui va faire le tour de l'horloge. On est presque prévenu inconsciemment du dénouement tragique, car cette accentuation du degré d'inclinaison devient prévisible. Ce sentiment de maîtrise est presque paradoxal puisque le réalisateur se dit passionné par le chaos. D'un côté, des danseurs et comédiens pris d'une folie contagieuse, qui se contorsionnent et entrent en collision les uns avec les autres. De l'autre, un cinéaste qui semble faire une expérience scientifique, appliquant avec méthode un procédé prévu à l'avance. Cette rencontre laisse croire que pour le réalisateur, la drogue est un révélateur, au sens très réaction chimique du terme. Les personnages se mettent à réagir selon leur personnalité et leur névrose. Le réalisateur n'est pas là pour distribuer des bons et des mauvais points sur le comportement humain, plutôt pour documenter le passage d'un état à l'autre, la transition de ce qu'on a dans les tripes vers le dehors. Le film s'arrête sans qu'on puisse bien savoir ce que tous les survivants pourraient devenir. Gaspar Noé, dans ce film comme dans d'autres, se fiche bien de l'histoire. Ce qu'il cherche, c'est une forme d'abstraction.
Si on en revient aux exemples de peinture psychédélique, il y a là un parallèle à faire. La caméra de Climax dessine des motifs abstraits et invisibles à l'œil humain, les travelling remplaçant les fractales de la peinture. Dans Trainspotting de Danny Boyle, il y a aussi un motif abstrait qui traverse tout le film. C'est encore une fois un mouvement de caméra, mais qui est plus difficile à détecter que dans Climax. Avant d'en arriver là, intéressons-nous d'abord à un choix plus évident. Après avoir pris de l'héroïne, le personnage fait une overdose et plonge dans un état de conscience altéré, où il regarde le monde à distance. Comme dans Easy Rider, le réalisateur a choisi d'utiliser un surcadre, mais ce n'est pas le vignettage de l'objectif qui est en cause. C'est les bords du tapis dans lesquels le personnage avait eu la sensation de s'enfoncer. C'est après cette scène d'overdose que les parents du jeune homme décident de le sevrer de force, en l'enfermant dans sa chambre. Il lutte contre le manque et se sent rattrapé par ses remords, incarné par ce bébé qui marche au plafond. La caméra recule en un travelling arrière, et la chambre semble s'élargir démesurément en même temps. Un travelling avant suit le fantôme du bébé, qui fait écho à un deuxième travelling arrière juste après, pour introduire le personnage désormais sevré, mais comme coupé du monde qui s'agite autour de lui dans un time-lapse. Ces mouvements de caméra rendent plus facile à détecter la série de travelling qui parsème le film. Parfois plus lents ou moins amples, ces travelling sont toujours présents pour signifier l'emprise ou les conséquences des stupéfiants. C'est vraiment un mouvement de caméra qui hante le film. On peut y voir l'envie de fuir ou le fait de se faire rattraper par les conséquences de son addiction. En regardant The Beach Bum de Harmony Korine, il est encore plus difficile de déceler un usage répété d'un motif, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas cette fois d'un mouvement de caméra, mais de l'utilisation des couleurs. Une couleur, c'est une émotion, et on fait tous le lien entre les couleurs chaudes et froides et des sentiments d'euphorie ou de dépression. Que ce lien soit culturel ou physiologique ne nous intéresse pas ici. Ce qui est surprenant, c'est que dans The Beach Bum, ce soit une histoire triste, mais baignée dans une lumière néon pop, laissant le sentiment étrange d'euphorie déprimante. Ce contraste est tout particulièrement frappant dans des scènes d'un quasi-monochrome où le personnage est hilar. Tout le long du film, le personnage évolue dans un monde bien trop coloré et lumineux pour être réaliste. Il sort et revient à un état d'euphorie, incapable d'être triste, mais conscient que cette tristesse est là. Regardez dans cette scène où il plonge dans la piscine un joint à la main, comment il va et vient entre une bouffée de néon magenta et une apnée bleue électrique. Il semble piégé entre deux états émotionnels, piégé entre deux couleurs. L'explosion de couleurs trouve son apothéose lorsque le personnage danse sur ces flammes sur fond de feux d'artifice. On n'a jamais autant célébré sa propre destruction. Mais si tout le monde boit et fume en permanence, le film ne fait pas l'apologie de la défonce, grâce à son traitement des couleurs qui nous rendent tristes. La mise en scène du réalisateur va à l'encontre de ce que disent ou font les gens filmés. Mais c'est une tension presque imperceptible, inconsciente. Passage de couleurs vives et saturées à un film en noir et blanc, avec A Field in England de Ben Wheatley, qui pose la période de la Renaissance britannique comme décor à l'ingestion accidentelle de champignons psychotropes par des soldats en errance entre deux champs de bataille. Pour signifier les dynamiques de pouvoir entre les personnages, le réalisateur filme ses comédiens immobiles, pris dans des poses irréalistes. Le regard caméra indique également l'envie de sortir le spectateur de l'histoire, lui faire douter de ce qu'on lui présente. Ce n'est pas incohérent avec le thème du film qui tourne autour des croyances en la magie et en Dieu, qui sont régulièrement présentées comme des légitimations du pouvoir exercé pour dominer. Plutôt que de libérer les personnes intoxiquées, le psychotrope va amplifier la suggestion d'un des personnages sur les autres. Son emprise commence par une succession de plans sur une corde que la bande tire pour le faire littéralement rentrer dans leur histoire. Celui qui était attaché va vite devenir leur maître. La suggestion commence avant même qu'il soit détaché par la succession de plans rapides sur la corde et les personnages, indiquant un mouvement inverse à la force physique exercée par les acteurs. L'emprise sur les personnes droguées connaît son climax lorsque le réalisateur utilise un effet de ralenti couplé avec une symétrie ajoutée au montage.
maître se transforme en créature démoniaque et recouvre de ses ailes l'écran de tout espoir. Le montage alterné, très rapide, renforce la sensation d'être hypnotisé. En passant tantôt la même image à gauche et à droite, cela contribue à nous désorienter, à nous laisser sans défense, prêts à accepter toute image qui se présente à nous ensuite. Comme dans Easy Rider, on pourrait croire que le montage implose. Mais dans ce cas, l'alternance d'images ne doit rien au hasard et renforce un peu plus la présence du maître en surplomb de l'esclave. D'ailleurs, parmi les images subliminales du montage alterné, apparaissent brièvement plusieurs fois la corde qui évoque l'emprise. Les effets choisis par le réalisateur renforcent le thème du pouvoir de suggestion et de l'esclavage volontaire par les croyances. Mais ce qui se passe sur ce champ semble se dérouler sur une scène de théâtre. On reste à distance, comme si les acteurs restaient loin, même lorsque la caméra s'approche. Les choix techniques ne contribuent donc pas à sortir de l'allégorie représentée. À notre époque, qui tient la corde? Qui est attaché? Quelles sont les croyances qui nous tiennent enchaînés? Qui est le maître? Qui est l'esclave? Wooden s'est essayé à répondre à ces questions par son film 99 francs. Des substances psychotropes dans 99 francs, il y en a beaucoup. Mais plus que les hauts et les bas des personnages, on retient surtout ces aperçus furtifs de la réalité derrière le rideau de la publicité. 99 francs permet de rentrer dans la matérialité des images, avec notamment ce long dézoom numérique à partir de ce qui pourrait être des pixels ou des points d'impression d'une gigantesque affiche. Ce mouvement rappelle qu'il y a une industrie derrière la machine à rêve. Les souvenirs, la réalité et les publicités se mélangent, dans le montage mais aussi dans la composition des cadres. La superposition d'une série de panneaux publicitaires le long d'une route est particulièrement intéressante, car c'est la vitesse de défilement qui en fait une image animée. Le procédé rappelle ce qui constitue l'illusion même du cinéma, puisque c'est le défilement de 24 images par seconde qui crée l'impression de mouvement. Le magicien nous montre le truc, nous rend complices de l'arnaque. On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Il y a bien des drogues présentées dans 99 francs, mais la plus importante n'est pas celle qui s'inhale ou s'ingère. Ce sont les images qu'on produit et qu'on consomme. Le capitalisme comme drogue la plus néfaste d'entre toutes, qui s'immisce dans notre perception de la réalité alors qu'on croit être éveillé. Le terme légal pour désigner des psychotropes ou des drogues est le mot stupéfiant, ce qui veut dire une substance qui provoque la stupeur. Or, qu'est-ce que la stupeur si ce n'est la capacité à s'étonner, à rendre anormal ce qu'on avait pris pour habitude? Je ne veux pas faire l'apologie de telle ou telle substance ou me positionner pour leur légalisation, simplement remarquer que derrière les débats sur les effets psychologiques et sociaux des stupéfiants, il y a peut-être la peur d'une déréalisation de masse. Si l'on commence à dénormaliser notre société, alors on peut être tenté de refuser certaines choses, militer pour un changement, ou tout simplement arrêter de vouloir la faire fonctionner, cette société. Le cinéma peut, ou doit, être un stupéfiant de substitution, une forme d'art pour remettre en cause l'ordre établi et les certitudes, afin de retrouver une capacité d'étonnement. Dans les films que nous avons étudiés, il y a d'un côté des œuvres qui rendent la caméra par ses mouvements une sorte d'état de conscience altéré par procuration, et d'un autre côté, des films qui choisissent de réaliser cette opération au montage et à l'étalonnage, par des effets visuels en post-production. L'effet sur le spectateur est aussi très différent, car parfois on ressent ce qu'un personnage est censé ressentir, et parfois c'est une expérience plus subjective et inconsciente, comme si les cinéastes s'infiltraient par une porte dérobée de notre esprit. Il faut parfois creuser, voir et revoir le film, certaines séquences à différentes vitesses, pour s'apercevoir des effets de certains choix techniques, sinon presque imperceptibles dans le flot de l'histoire. J'ai personnellement une préférence pour des films qui proposent de m'interpeller plus directement, quitte à ce que cela me fasse sortir de l'histoire, mais que je puisse questionner l'illusion, voire questionner la société. La première partie de ce triptyque sur les films psychédéliques se termine là. Mais s'il y a des films essentiels selon vous dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me les indiquer dans les commentaires. Dans la seconde partie, je m'intéresserai aux films qui justifient des choix psychédéliques par un propos mystique. Et dans la troisième partie, je me concentrerai sur le cinéma d'animation qui a été grandement inspiré par le psychédélisme. Ciné Chamanisme, c'est une chaîne de format.
Dans des vidéos enquêtes d'images comme celle-ci, vous allez retrouver des analyses de films qui m'aident à définir des conditions d'une écriture par la mise en scène et non par le scénario. Dans des vidéos marquées du logo XP, je tente des expériences visuelles pour mettre en pratique ce que j'apprends en analysant la mise en scène des films. Vous pouvez par exemple regarder La Disparition, que j'ai réalisé pour exorciser la peur que représentait pour moi la loi sur la sécurité globale. Ciné-chamanisme, c'est chercher d'autres façons de voir le monde grâce au potentiel hallucinatoire des techniques du cinéma.